Le vent de fin d'automne balayait les terres du manoir Ashworth avec un murmure plaintif, emportant avec lui l'odeur des feuilles mourantes et de l'hiver approchant, et dans le grand salon et du domaine, la duchesse Eleanor Ashworth était assise, parfaitement immobile, près d'une fenêtre qui donnait sur des jardins cédant lentement leur couleur à la marche inexorable de la saison vers la dormance. Le feu dans l'âtre crépitait avec une fausse gaieté, sa chaleur incapable de pénétrer le froid qui s'était installé dans ses os au cours des 2 dernières années. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température, mais tout à voir avec cette variété particulière de solitude qui vient du fait d'être invisible aux yeux de la seule personne dont le regard devrait compter le plus. Ses doigts faisaient tourner l'alliance à sa main gauche avec des mouvements distraits et habitués, observant la façon dont la lumière du feu se reflétait dans les modestes saphirs sertis dans l'or, se souvenant, avec une amère clarté du jour, où elle y avait été placée par un homme qui avait regardé quelque part par-dessus son épaule pendant toute la cérémonie, la mâchoire crispée par un devoir sinistre, les yeux vides de tout ce qui ressemblait à de la joie ou même à une simple reconnaissance de sa présence. 2 ans s'étaient écoulés depuis ce matin froid dans la chapelle, 2 ans à exister comme à peine plus qu'un fantôme dans sa propre maison, un spectre que son mari contournait avec la précision attentive de quelqu'un qui se déplace dans une pièce obscure, ne laissant jamais son regard se poser sur son visage, ne la voyant jamais vraiment bien qu'ils partagent un nom de famille, une maison, une vie qui n'en était pas une. Le duc Christopher Ashworth avait perfectionné l'art de l'évitement avec une telle minutie qu'Eleanor avait commencé à se demander si elle était devenue translucide, si la force de sa cécité déterminée l'avait réellement rendue invisible, l'effaçant de la réalité même par pure volonté et indifférence exercée. Elle savait que les domestiques chuchotaient à ce sujet, à propos du duc qui traitait sa femme avec moins d'égard qu'il n'en accordait aux meubles, qui quittait une pièce si elle y entrait, qui organisait ses journées avec une précision militaire pour s'assurer que leurs chemins se croisent le moins souvent possible, et quand les circonstances les forçaient à la proximité, il fixait son regard sur des points juste au-delà d'elle, son attention soigneusement calibrée pour la manquer entièrement. Le mariage avait été arrangé, elle le savait, une promesse sur son lit de mort, arrachée à un fils en deuil, par un père mourant désespéré, de voir sa lignée se poursuivre. Mais connaître les origines pratiques de leur union ne faisait pas grand-chose pour apaiser le profond rejet d'exister à côté de quelqu'un qui refusait de reconnaître votre existence. Eleanor avait essayé, au cours de ces premiers mois, de combler le fossé entre eux avec de petites gentillesses, avec de douces tentatives de conversation, avec la digne réserve que sa mère lui avait enseignée comme étant la plus grande arme d'une femme contre l'adversité, mais la gentillesse exigeait un destinataire, la conversation un participant, et la dignité, apprenait-elle, était une piètre consolation face à la lassitude profonde de l'âme d'être constamment, délibérément invisible. L'alliance semblait plus lourde aujourd'hui qu'hier, son poids augmentant, en quelque sorte, à chaque rotation autour de son doigt, et pour la première fois depuis le matin où elle y avait été placée, Eleanor s'autorisa à envisager ce que ce serait de la retirer, de faire glisser l'anneau de son doigt et de le mettre de côté, pour voir ce qu'il resterait d'elle-même lorsqu'elle cesserait de porter le symbole d'un mariage qui n'existait que de nom et sur un document légal. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. Le souvenir de ce jour de mariage, 2 ans auparavant, restait cristallin dans l'esprit d'Eleanor, préservé avec la clarté cruelle que le traumatisme confère souvent aux moments que nous préférerions oublier, et elle pouvait encore se rappeler la façon dont la lumière du matin filtrait à travers les vitraux de la chapelle,
peignant les sols de pierre de couleur qui semblaient se moquer de la solennité de vœux prononcés sans amour, ni même la moindre chaleur. Christopher s'était tenu à ses côtés devant l'autel, avec la posture rigide d'un homme face à son exécution plutôt qu'à son mariage, la mâchoire si serrée qu'elle pouvait voir le muscle tressaillir sous sa peau, les yeux fixés sur un point au-delà de l'épaule du prêtre, comme si, en regardant n'importe où, sauf sa promise, il pouvait nier la réalité de ce qui se passait. Et quand le moment fut venu de lui passer la bague au doigt, ses mains avaient été froides et impersonnelles, le contact ne durant pas plus longtemps que le strict nécessaire avant qu'il ne se retire, comme si sa peau même le brûlait. Elle avait appris plus tard, à travers les conversations chuchotées des domestiques qui oubliaient sa présence, l'existence de Lady Victoria Thornbury, la beauté lumineuse qui avait ravi le cœur de Christopher dans leur jeunesse, la femme qu'il avait prévu d'épouser, avant qu'un accident d'équitation ne l'ait ravi au monde 6 mois, avant que la maladie de son père ne rende nécessaire une alliance matrimoniale rapide pour la préservation du duché. Le vieux duc avait été pragmatique même dans la mort, reconnaissant que le chagrin de son fils le rendait vulnérable, que sans intervention, Christopher se retirerait si loin dans son deuil que la lignée familiale s'éteindrait avec lui, et il avait donc arrangé le mariage avec le père d'Éléanore, une union qui apportait des relations favorables et une épouse de bonne naissance, une transaction conclue avec toute la chaleur d'un contrat commercial et 2 fois plus de réticence de la part du marié. Eleanor était néanmoins arrivée au manoir Ashworth avec de l'espoir, l'optimisme naïf d'une jeune femme qui croyait que la patience et la douceur pouvaient guérir même les blessures les plus profondes, qui pensait qu'avec le temps, son mari pourrait la voir comme quelque chose de plus qu'une remplaçante malvenue pour son amour perdu. Mais cet espoir s'était flétri avec une efficacité brutale lorsque Christopher l'avait informé, le soir de leurs noces, d'une voix plate et sans émotion, qu'elle ne devait rien attendre au-delà des civilités de base qu'exigeait leur position, qu'il la respecterait en tant que sa duchesse, mais qu'elle ne devait se faire aucune illusion sur l'affection ou la camaraderie. Les semaines s'étaient transformées en mois, les mois en années, et Éléanore avait progressivement compris avec une certitude écrasante qu'elle n'avait pas épousé un homme, mais plutôt un monument au deuil, un mémorial vivant à Lady Victoria qui traversait la vie sans vraiment l'habiter, et qu'elle-même n'était devenue rien de plus qu'un fantôme hantant la périphérie de l'histoire d'une femme morte, à jamais invisible, à jamais secondaire, à jamais seule, malgré l'alliance en or qui la proclamait mariée. Maintenant, assise dans le salon, avec cette même bague tournant sans fin à son doigt, Eleanor sentait tout le poids de ces 2 années peser sur ses épaules, le fardeau accumulé de 1000 petits rejets, de 1000 moments où elle avait été regardée à travers plutôt que regardée, et la lassitude qui l'emplissait était si profonde qu'elle semblait s'infiltrer jusqu'à ses os, rendant même le simple fait de continuer à exister dans cette demi-vie une tâche insurmontable. La maisonnée fonctionnait selon des emplois du temps aussi précisément chorégraphiés qu'un ballet, des routines conçues avec un soin méticuleux pour garantir que le duc et la duchesse d'Ashworth occupent leur grande demeure sans jamais vraiment habiter les mêmes espaces au même moment. Et Éléanore avait appris par une observation douloureuse que Christopher se levait avant l'aube chaque matin, prenant son petit déjeuner dans son bureau, tout en examinant la correspondance du domaine avant de partir pour ses divers rendez-vous d'affaires ou ses promenades à cheval sur la propriété, son absence du manoir s'étendant tout au long des longues heures du jour jusqu'à son retour bien après la tombée de la nuit, prenant souvent son repas du soir dans ses appartements ou à la bibliothèque plutôt que dans la salle à manger formelle où la bienséance aurait pu exiger qu'il reconnaisse l'existence de sa femme. Eleanor avait tenté la conversation au cours de ses premiers mois, l'interceptant dans les couloirs avec de douces questions sur sa journée ou des observations sur le temps ou les jardins, mais ses efforts
avaient été accueillis par des réponses si sèches et minimales qu'on pouvait à peine les qualifier de mots. De simples sons de reconnaissance qui confirmaient qu'il l'avait entendue sans réellement s'engager avec ce qu'elle avait dit. Et finalement, elle avait cessé d'essayer, le puits d'espoir en elle s'asséchant après avoir été sollicité trop de fois sans jamais être rempli. Les domestiques se déplaçaient dans le manoir avec un malaise visible, leurs yeux fuyant à la fois le duc et la duchesse lorsque la dynamique froide entre eux devenait trop pénible à voir. Et Éléanore avait surpris plus d'une femme de chambre les larmes aux yeux après avoir observé Christopher passer devant sa femme dans un couloir comme si elle n'était qu'un autre élément d'architecture, son regard fixé résolument devant lui, sa posture dégageant une inconscience si délibérée qu'elle semblait presque une force physique repoussant Éléanore. Elle avait trouvé un but, ou du moins une distraction, dans les œuvres de charité auprès des familles du village, visitant les malades et les personnes âgées, organisant de l'aide pour ceux qui luttaient pendant les saisons difficiles, et ces heures passées parmi des gens qui la voyaient vraiment, qui l'accueillaient avec chaleur et gratitude, devinrent les seuls moments où elle se sentait réelle, où le poids de l'invisibilité s'allégeait assez pour qu'elle se souvienne de ce que c'était que d'exister dans le monde comme autre chose qu'une ombre. Ce soir-là avait été particulièrement difficile, un dîner formel où la coutume exigeait leur présence à tous les deux, et Éléanore s'était assise à une extrémité de la longue table en acajou, tandis que Christopher occupait l'autre, la distance entre eux remplie d'argenterie, de cristal et du repas élaboré pour lequel aucun d'eux n'avait d'appétit, et pendant toute l'heure, Christopher avait lu un volume relié en cuir, posé à côté de son assiette, son attention si complètement absorbée par les mots imprimés qu'il n'avait pas prononcé une seule syllabe, n'avait même pas jeté un regard dans sa direction lorsqu'elle lui avait demandé à voix basse de lui passer le sel, forçant un laquais à intervenir pour accomplir le simple geste de considération conjugale que son mari ne daignait pas effectuer. Maintenant, de retour dans le salon avec le feu qui se consumait et le vent d'automne qui faisait trembler les fenêtres, Éléanore fit tourner l'alliance à son doigt une dernière fois, sentant le métal lisse glisser contre sa peau, et quelque chose changea dans sa poitrine. Une résolution se cristallisant dans les eaux troubles de son désespoir, une clarté née de la simple reconnaissance que 2 ans de patience ne lui avaient rien acheté d'autre qu'une solitude accrue, et elle sut avec une certitude soudaine qu'elle ne pouvait continuer à vivre cette demi-vie, ne pouvait continuer à porter le symbole de vœux qu'elle seule honorait, ne pouvait rester invisible dans sa propre existence simplement parce que l'homme qui avait promis de la chérir avait choisi à la place de prétendre qu'elle n'existait pas. La crise arriva un soir de fin octobre, balayée par la pluie, alors qu'Éléanore passait devant la chambre de Christopher en se rendant dans ses propres appartements et entendit, à travers la porte entr'ouverte, le son de sa voix parlant dans son sommeil. Les mots d'abord indistincts, mais devenant plus clairs alors qu'elle s'arrêtait malgré elle, puis elle l'entendit, clairs comme des cloches de cathédrale dans le couloir silencieux. « Victoria, s'il te plaît, ne me quitte pas », prononcé avec une angoisse si brute qu'elle semblait s'arracher de ses profondeurs, une douleur si profonde que même l'inconscience ne pouvait la contenir, et Éléanore resta figée dans le couloir alors que la vérité qu'elle avait connue intellectuellement la percuta avec une force viscérale, la compréhension que 2 ans de patience, de dignité et de tranquille espoir n'avaient absolument rien changé, qu'elle n'était pas plus près d'être vue par son mari maintenant qu'elle ne l'avait été le jour de leur mariage, qu'elle serait toujours et à jamais en compétition avec un fantôme qu'elle ne pourrait jamais espérer déloger, car les morts restent parfaits dans le souvenir, tandis que les vivants accumulent des défauts à chaque respiration. Elle se retira dans ses appartements avec des jambes qui tremblaient sous ses jupes, congédiant sa femme de chambre d'une voix qui sortit plus stable qu'elle ne se sentait, et s'assit à sa coiffeuse en fixant son propre reflet, comme si elle voyait une étrangère,
cette femme qui s'était laissée devenir invisible, qui avait accepté des miettes de civilité de base et appelé cela un mariage, qui avait porté le symbole de vœux qui ne signifiaient rien pour l'homme qui les avait prononcés, et la bague à son doigt lui parut soudain insupportablement lourde, une entrave plutôt qu'une parure. Un mensonge qu'elle avait été complice de raconter au monde et à elle-même. Le lendemain matin, sa femme de chambre, Margaret, la trouva les yeux rouges et le visage creusé, et avec la perspicacité que lui conféraient des années de service, la femme plus âgée posa le plateau du petit déjeuner et demanda doucement si sa grâce souhaitait parler, et Éléanore, si affamée de véritables liens humains, que même cette petite offre de compréhension brisa son calme soigneusement gardé, lui raconta tout, les mots jaillissant en un flot sur le rejet de la nuit de noces, les 2 années passées à être ignorées, le nom prononcé dans le sommeil qui confirmait ce qu'elle avait toujours soupçonné. Et Margaret avait écouté avec une expression qui passa de la sympathie à l'indignation, pour finalement dire avec sa franchise habituelle « Pardonnez-moi, votre grâce, mais une femme doit avoir un peu de dignité, et il n'y a aucune dignité à porter la bague d'un homme qui ne vous fait même pas la politesse de vous regarder, fantôme ou pas fantôme, deuil ou pas deuil. Il faut se respecter soi-même si personne d'autre ne le fait. » Ces mots avaient frappé Éléanore comme un coup physique, non pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient vrais, parce qu'ils donnaient voix à la connaissance qui avait grandi dans son cœur comme une fleur sombre, la reconnaissance que continuer comme elle l'avait fait n'était ni patience ni vertu, mais plutôt une lente forme d'auto-effacement, une participation volontaire à sa propre diminution, et elle avait regardé son alliance avec de nouveaux yeux, la voyant non pas comme un symbole d'espoir ou d'engagement, mais comme la preuve de sa complicité à accepter l'inacceptable, à se permettre de devenir moins qu'entière parce qu'un homme qui ne l'avait jamais choisi était trop prisonnier de son deuil pour voir ce qu'il faisait à une autre âme humaine. Cette nuit-là, Éléanore resta éveillée dans son lit, écoutant la pluie contre les fenêtres et faisant un inventaire brutal de sa vie, reconnaissant qu'elle était devenue une ombre dans sa propre existence, qu'elle se déplaçait dans le manoir comme un fantôme elle-même, qu'elle avait appris à se faire petite, silencieuse et discrète, dans l'espoir qu'en n'exigeant rien, on pourrait finir par lui accorder quelque chose, mais 2 ans lui avaient appris que l'abnégation n'achetait rien d'autre qu'une négligence accrue, que Christopher ne se réveillerait jamais de sa torpeur induite par le deuil si elle continuait à lui permettre d'ignorer la réalité, et plus important encore, qu'elle méritait mieux que cette demi-vie, qu'il change un jour ou non. La décision se cristallisa dans les heures les plus sombres avant l'aube, s'installant dans ses os avec une finalité qui ressemblait à la fois à du chagrin et à du soulagement, et elle sut avec une certitude absolue qu'au matin, elle retirerait son alliance, non pas comme un acte de rébellion ou de vengeance, mais comme une simple réappropriation de sa propre dignité, une reconnaissance qu'elle ne pouvait contrôler la guérison de Christopher ou ses choix, mais qu'elle pouvait contrôler sa propre participation à une fiction qui tuait lentement son esprit, et avec cette résolution vint une paix étrange. Le calme qui arrive lorsqu'une décision longtemps retardée est enfin prise, et que l'agonie de l'indécision cède la place à la clarté de l'action. Elle se leva avec les premières lueurs du soleil, son dernier espoir murmurant que peut-être aujourd'hui serait différent, que peut-être Christopher sortirait de ses appartements et la verrait enfin, que peut-être un miracle se produirait pour rendre le retrait de la bague inutile, mais lorsqu'elle descendit pour le petit déjeuner et le trouva déjà parti, sa place à table débarrassée et froide, la maisonnée fonctionnant selon son habituel emploi du temps de séparation soigné, ce dernier espoir fragile se brisa comme du givre sous une botte, et Éléanore retourna dans ses appartements, s'assit à sa coiffeuse,
et fixa l'alliance en or qui était devenue le symbole de tout ce qu'elle devait abandonner si elle voulait un jour se retrouver. Le matin arriva avec la pâle lumière de novembre filtrant à travers les fenêtres des appartements d'Eleanor, et elle s'assit à sa coiffeuse, le cœur battant si fort qu'elle pouvait le sentir dans sa gorge, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tendait la main vers l'alliance qui avait entouré son doigt pendant 2 ans, et l'acte de la retirer fut à la fois plus simple et plus capital qu'elle ne l'avait imaginé, l'anneau d'or glissant sur sa jointure avec à peine de résistance, comme s'il reconnaissait lui aussi qu'il n'avait plus sa place là. Et quand elle le posa sur la surface de bois poli devant elle, le petit son métallique, qu'il fit sembla incroyablement fort dans la pièce silencieuse, définitif comme un coup de marteau de juge. Son doigt paraissait étrange et pâle, la peau sous l'endroit où la bague avait reposé une teinte plus claire que le reste de sa main, une bande de chair intacte qui marquait où le symbole de son mariage avait été. Et Eleanor fixa cette marque avec des sentiments qui s'en mêlèrent en un nœud qu'elle ne pouvait entièrement démêler, libération et chagrin, entrelacés si étroitement qu'elle ne pouvait séparer l'un de l'autre, liberté et perte occupant le même espace dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elle pense pouvoir se briser sous la pression de contenir les deux. Elle reprit la bague, la tenant à la lumière du matin, observant la façon dont l'or captait et reflétait le pâle soleil, et pendant un moment, elle envisagea de la remettre, de reconsidérer ce geste qui semblait à la fois nécessaire et terrifiant. Mais ensuite, elle pensa à Christopher prononçant le nom de Victoria dans son sommeil, à 2 ans passés à être invisible dans sa propre maison, à la lente érosion de son esprit qui venait du fait d'accepter l'inacceptable, et sa résolution se durcit comme de l'acier trempé au feu. Eleanor ouvrit sa boîte à bijoux, celle qu'elle avait apportée de sa maison familiale, doublée de velours bleu et contenant la modeste collection de pièces qu'elle avait héritée de sa mère, et elle y plaça l'alliance, ni cachée ni jetée, une reconnaissance qu'elle ne détruisait pas son mariage, mais refusait plutôt de prétendre qu'il existait sous une forme significative jusqu'à ce que Christopher choisisse de le rendre réel. L'acte semblait cérémoniel, un rituel privé marquant la fin d'un chapitre et le début incertain d'un autre, et lorsqu'elle referma la boîte, elle sentit quelque chose changer dans sa poitrine, une légèreté qui venait d'avoir déposé un fardeau qu'elle avait porté bien trop longtemps, le poids épuisant de l'espoir qui s'était aigri en quelque chose d'amer et de lourd. Elle s'habilla avec l'aide de Margaret, choisissant une robe d'un vert émeraude profond qu'elle n'avait jamais portée auparavant, une couleur plus vive que les gris et bruns sourds qu'elle avait favorisés ces derniers mois, et lorsque la femme de chambre remarqua le doigt nu, elle ne dit rien, mais Eleanor surprit le petit hochement de tête approbateur, le léger radoucissement autour des yeux de la femme plus âgée qui communiquait compréhension et soutien. Christopher était déjà parti pour sa promenade matinale à cheval quand Eleanor descendit pour le petit déjeuner, la maisonnée fonctionnant selon son habituel emploi du temps de séparation soigné, et elle prit sa place à table avec les mains posées sur la nappe blanche, sa main gauche nue visible à quiconque se souciait de regarder, et elle se sentit exposée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la bienséance et tout à voir avec la vulnérabilité, comme si elle avait retiré une armure qu'elle n'avait même pas conscience de porter. Le laquais lui versa son thé avec la même déférence que toujours, ses yeux se posant sur sa main, puis s'en détournant rapidement, et Eleanor souleva sa tasse avec des doigts qui ne tremblaient plus, sentant l'étrange légèreté de sa main sans le poids familier de la bague. Et elle se dit avec une clarté qui la surprit. « J'apprendrai à vivre pour moi-même maintenant, quoi que cela signifie, quoi qu'il en coûte. Je me souviendrai que je suis une personne qui existe, que Christopher Ashworth choisisse de me voir ou non. » Et avec cette pensée vint un sentiment de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis 2 longues années. Une détermination à reconquérir les parties d'elle-même
qu'elle avait laissé dépérir dans l'ombre froide du deuil de son mari. Les jours qui suivirent le retrait de l'Alliance par Éléanore se déroulèrent avec un étrange mélange de crainte et de possibilités grandissantes, comme si elle avait ouvert une fenêtre dans une pièce qui avait été scellée trop longtemps et ne commençait que maintenant à sentir l'air frais circuler dans des espaces devenus viciés par l'inutilisation. Le premier changement survint lorsque l'invitation de Lady Pemberton arriva pour une petite réception d'après-midi. Le genre d'engagement social qu'Elinor avait décliné avec une fréquence croissante au cours des 2 dernières années, ses excuses devenant de plus en plus minces à mesure que son isolement s'approfondissait. Mais maintenant, elle se retrouvait à rédiger une acceptation d'une main qui semblait plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le simple fait d'accepter d'assister à un thé, semblant être une petite révolution contre l'existence limitée qu'elle avait laissé devenir sa prison. Elle convoqua la couturière dans ses appartements, une femme qui lui avait confectionné sa garde-robe aux allures de deuil, faite de gris et de brun discrets, et demanda de nouvelles robes dans des couleurs qui avaient semblé trop audacieuses, trop vivantes pour la femme fantôme qu'elle avait été, de riches bordeaux, de profonds saphirs et des verts émeraudes qui la marqueraient comme une femme qui existait dans le présent, plutôt que comme une femme qui s'était estompée dans les ombres du manoir. Et lorsque les yeux de la couturière se posèrent sur son annulaire nu, Éléanore soutint son regard avec un calme qui les surprit toutes les deux, n'offrant aucune explication, car elle n'en devait aucune. Ces appartements devinrent la prochaine frontière de la transformation, car Éléanore ordonna au personnel de la maison de retirer les lourds rideaux de Damas qui avaient donné aux pièces l'impression d'être une tombe, même en plein jour, les remplaçant par des tissus plus légers qui permettaient au soleil de novembre d'illuminer des coins qui avaient été perpétuellement sombres, et elle apporta des fleurs de la serre, des chrysanthèmes éclatants et des roses à floraison tardive qui ajoutaient couleur et vie à des espaces qui avaient reflété son propre esprit flétrissant, et chaque petit changement ressemblait à un acte de reconquête, une reprise de territoire qu'elle avait cédé, sans même se rendre compte qu'elle se rendait. Le personnel de la maison navigua ces changements avec la discrétion attentive qui venait d'années de service dans de grandes maisons, leurs yeux notant l'alliance absente et les appartements transformés, et la duchesse qui semblait se tenir plus droite, parler plus clairement, se déplacer dans le manoir avec détermination plutôt qu'avec la demi-présence hésitante qui avait caractérisé son existence pendant 2 longues années, et bien qu'ils ne disent rien directement, Éléanore sentit leur soutien subtil dans l'efficacité avec laquelle ces demandes étaient exécutées, dans les hochements de tête approbateurs de Margaret, dans la façon dont les laquais semblaient la regarder plutôt que de regarder à travers elle comme ils avaient appris à le faire à l'imitation de leur maître. Elle assista à la réception de Lady Pemberton, vêtue d'une robe d'un bleu profond qui faisait paraître ses yeux plus grands et plus brillants, et se retrouva à apprécier réellement la compagnie de femmes qu'elle avait tenues à distance, leurs conversations sur les livres, les œuvres de charité et les petits drames de leur cercle social lui semblant nourrissantes après des années de famine. Et lorsque Lady Hartley s'enquit du duc avec la politesse attentive que les gens utilisaient pour discuter de sujets difficiles, Éléanore répondit avec un sang-froid qui venait d'avoir enfin accepté la vérité de sa situation, disant simplement que sa grâce restait dévouée aux affaires de son domaine, des mots qui n'étaient ni un mensonge, ni une élaboration fictive. Pendant ce temps, Christopher maintenait ses habitudes comme si le monde n'avait pas changé sous ses pieds, partant chaque matin pour ses promenades à cheval et ses inspections du domaine, passant ses après-midi dans son bureau avec des livres de comptes et de la correspondance, prenant ses dîners soit seul, soit en compagnie d'associés qui requéraient son attention, et s'il remarquait un quelconque changement dans l'atmosphère de la maison, il n'en donnait aucun signe, ses routines soigneusement construites l'isolant de toute prise de conscience comme une armure protège un soldat des coups
qui ne portent jamais tout à fait. Une semaine passa, puis une autre, et l'alliance resta dans la boîte à bijoux d'Éléanore, accumulant la fine poussière de l'inutilisation, et chaque jour qu'elle ne la portait pas, Éléanore se sentait devenir plus solide, plus réelle, comme si la bague l'avait ancrée à une fiction, et que son absence lui permettait d'habiter sa propre vie avec une authenticité dont elle n'avait pas su qu'elle lui manquait jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Christopher Ashworth avait vécu pendant 2 ans dans un monde soigneusement construit de sa propre main, une existence bâtie sur la routine et une cécité délibérée qui lui permettait de traverser ses journées sans la perturbation de reconnaître la présence de sa femme, mais dans la 3e semaine de novembre, quelque chose commença à bouger dans les fondations de cet édifice qu'il avait bâti, de petites secousses qu'il ne pouvait tout à fait identifier, qui le laissaient avec un malaise persistant pour lequel il n'avait pas de nom et ne pouvait en tracer la source. Cela commença comme la plus vague des sensations, un sentiment que quelque chose dans l'atmosphère du manoir avait changé de manière qu'il ne pouvait articuler, comme si l'air même se déplaçait différemment dans des pièces qu'il avait traversées d'innombrables fois auparavant, et il se surprenait à s'arrêter dans les embrasures de portes, le front plissé, écoutant des sons qu'il ne pouvait tout à fait situer, essayant d'identifier ce qui semblait altéré dans une maison qui aurait dû lui être aussi familière que son propre reflet. Le son du rire d'Éléanore, venant du salon du matin un après-midi, l'arrêta dans le couloir devant son bureau, la qualité vive et sincère de ce rire si inattendu que pendant un moment, il resta figé, la main sur la poignée de la porte, écoutant un son qu'il ne se souvenait pas avoir jamais entendu auparavant, ou peut-être l'avait-il entendu, et s'était-il entraîné à ne pas le remarquer. Et quelque chose dans sa poitrine se serra avec une émotion qu'il refusa d'examiner de trop près avant de secouer la tête et d'entrer dans son bureau, refermant fermement la porte contre cette perturbation. Ce soir-là, au dîner, il se surprit à regarder plus fréquemment que d'habitude vers l'extrémité de la table d'Éléanore, ses yeux suivant le mouvement de ses mains alors qu'elle faisait un geste en parlant au laquais du menu du lendemain, et bien qu'il maintîne toujours son regard soigneusement détourné de son visage, il remarqua des détails qui semblaient pénétrer son brouillard habituel d'inattention délibérée. Le bleu profond de sa robe, une couleur qu'il ne se souvenait pas l'avoir vue porter auparavant, la façon dont elle se tenait, la colonne vertébrale droite, suggérant une confiance plutôt que l'affaissement vaincu qu'il avait observé de manière périphérique les mois précédents. Son sommeil devint agité d'une manière qui n'avait rien à voir avec ses rêves habituels de Victoria, son esprit tourbillonnant de pensées à demi formées qui se dissolvaient lorsqu'il essayait de les examiner directement, le laissant se réveiller dans les heures sombres avant l'aube, le cœur battant trop vite, et le sentiment que quelque chose d'important échappait à son attention, se glissant au-delà de ses défenses pendant son sommeil, et il restait allongé à fixer le baldaquin de son lit, en se demandant ce qui avait changé, et pourquoi cela devrait lui importer, alors qu'il avait travaillé si dur pour s'assurer que rien de sa situation domestique ne puisse l'atteindre. Son secrétaire, M. Harrison, fit une observation lors de leur revue matinale de la correspondance du domaine qui persista dans l'esprit de Christopher longtemps après qu'elle aurait dû être rejetée et oubliée, mentionnant en passant que la duchesse semblait d'une humeur remarquablement bonne ces derniers temps, tout à fait transformée de sa mélancolie précédente, et Christopher avait répondu par un son neutre qui décourageait toute discussion ultérieure, mais les mots résonnèrent dans ses pensées tout au long de la journée, soulevant des questions auxquelles il ne voulait pas répondre sur ce qui aurait pu causer une telle transformation et pourquoi il ne l'avait pas remarqué lui-même. Ce soir-là, au dîner, Christopher vécut quelque chose d'inédit en 2 ans d'évitement soigneux. Il faillit regarder le visage d'Éléanore. Ses yeux remontant de la table vers l'endroit où elle était assise, attirés par une impulsion qu'il ne pouvait contrôler, et au dernier moment, il se reprit et redirigea son regard vers la fenêtre, au-delà de son épaule,
mais dans cette fraction de seconde avant de détourner les yeux, il avait vu la colonne pâle de son cou, la courbe de sa mâchoire, le mouvement sombre de ses cheveux, et cet aperçu le laissa étrangement troublé, comme s'il avait touché quelque chose d'interdit et découvert que cela brûlait d'une manière inattendue, et pour le reste du repas, il garda les yeux fixés fermement sur son assiette, perturbé par sa propre quasi-transgression et par la manière dont ses défenses, soigneusement érigées, avaient presque cédé. Eleanor découvrit le matériel de peinture à l'arrière d'une pièce de rangement 3 semaines après avoir retiré son alliance, la boîte en bois couverte d'une fine couche de poussière qui témoignait d'années de négligence, et lorsqu'elle l'ouvrit, l'odeur d'huile de lin et de pigments la transporta instantanément à son enfance, lorsqu'elle passait des heures à capturer le monde à coups de pinceau, une passion que sa mère avait encouragée comme convenant à une jeune dame de qualité, bien qu'Éléanor l'eût aimée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la convenance et tout à voir avec la façon dont cela la faisait se sentir vivante et présente à chaque instant de création. Elle fit porter la boîte dans le petit salon adjacent à sa chambre, celui avec la lumière du nord qui servirait parfaitement de studio improvisé. Et lorsqu'elle mélangea sa première palette en 2 ans, ses mains tremblèrent non pas d'incertitude, mais de la reconnaissance de revenir à quelque chose d'essentiel qu'elle avait abandonné dans la lente érosion de son identité que le mariage avait provoquée. La peinture devint un rituel quotidien, une façon de reconquérir des heures qui avaient auparavant été remplies des activités creuses d'une femme attendant une vie qui ne commencerait jamais. Et tandis qu'elle travaillait, Éléanor sentit des couches de chagrin et de résignation accumulées commencer à se dissiper. Chaque coup de pinceau, un acte d'affirmation de son existence, de son importance, de la profondeur de ses désirs, qui n'avaient rien à voir avec l'homme qui refusait de la voir. C'est lors d'une des réceptions de Lady Pemberton qu'Eleanor rencontra Lady Margaret Whitmore, une veuve aux moyens indépendants dont la conversation franche et l'esprit vif tranchaient avec la superficialité habituelle du discours social, et lorsque Margaret mentionna qu'elle organisait un salon pour les dames intéressées par la discussion de la littérature et de la philosophie, Éléanor accepta l'invitation avec un empressement qui aurait surpris son ancien moi, la femme qui s'était retirée de la société plutôt que d'affronter des regards apitoyés et des questions prudentes sur son mariage. Le salon se réunissait chaque semaine dans l'élégante maison de ville de Margaret, et Éléanor se retrouva parmi des femmes qui parlaient d'idées et d'ambition, qui discutaient de livres avec une intensité passionnée, qui semblaient vivre des vies pleines malgré, ou peut-être à cause de leurs diverses déceptions avec l'institution du mariage, et en leur compagnie, Éléanor sentit son esprit s'éveiller de l'engourdissement qui s'était déposé sur lui comme du givre sur un jardin. Margaret devint quelque chose d'inattendu dans l'existence soigneusement limitée d'Éléanor. Une véritable amie, quelqu'un qui posait des questions directes et attendait des réponses honnêtes, qui écoutait les aveux hésitants d'Éléanor sur son mariage sans jugement ni faux réconfort, mais plutôt avec la compréhension de quelqu'un qui avait survécu à ses propres épreuves et en était sorti avec sa dignité intacte. Elles parlèrent de résilience, de trouver un but au-delà des limites que d'autres avaient tracées autour de leur vie, du courage tranquille requis pour se choisir soi-même lorsque la société insistait sur le fait que l'existence entière d'une femme devait être définie par sa relation avec un homme, et ces conversations plantèrent des graines dans la conscience d'Éléanor, qui prirent racine et s'épanouirent dans le sol fertile de sa nouvelle autonomie. Un après-midi, en peignant, Éléanor réalisa, avec un sursaut, qu'elle avait travaillé pendant 3 heures sans qu'une seule pensée de Christopher ne lui vienne à l'esprit. Et cette découverte apporta un mélange de libération et de mélancolie, la reconnaissance
qu'elle commençait enfin, à exister indépendamment du poids émotionnel qui l'avait écrasée pendant 2 longues années. Ses appartements étaient devenus un sanctuaire entièrement de sa propre création, rempli de ses peintures et de ses livres, de fleurs qu'elle avait choisies, de couleurs qui plaisaient à son œil, un espace qui reflétait son sens émergeant d'elle-même, plutôt que le rôle qu'elle avait si durement et si vainement essayé d'habiter. Et lorsqu'elle s'asseyait à son bureau le soir, elle commença à composer de longues lettres à sa sœur Catherine, déversant l'histoire de son éveil avec une honnêteté qu'elle ne s'était pas autorisée dans leur correspondance brève et joyeuse des 2 dernières années, et en écrivant ces vérités, Éléanore les sentit devenir plus réelles, plus solides, le récit de sa transformation prenant forme dans l'encre et le papier, jusqu'à ce qu'elle puisse voir clairement la femme qu'elle avait été et la femme qu'elle devenait. Le bal des Pemberton arriva au début de décembre, avec toute la magnificence scintillante que la société londonienne attendait de l'un des événements phares de la saison, et le duc et la duchesse Ashworth étaient tous 2 attendus, leur position dans la société rendant leur absence impossible, malgré le fait qu'ils n'étaient pas apparus ensemble à une fonction sociale depuis près de 18 mois, Christopher ayant développé une série d'excuses qui gardaient Éléanore à la maison, pendant qu'ils remplissaient seuls leurs obligations. Éléanore s'habilla pour la soirée avec un soin particulier, choisissant une robe de soie d'un vert émeraude profond que sa modiste venait de livrer cette semaine-là, la couleur faisant ressortir la richesse de ses cheveux sombres et la chaleur de son teint d'une manière que les teintes pâles et discrètes qu'elle portait auparavant n'avaient jamais réussi à faire, et tandis que sa femme de chambre arrangeait ses cheveux en une coiffure élégante ornée de peignes en perles, Éléanore étudia son reflet avec une satisfaction tranquille qui n'avait rien à voir avec la vanité, et tout à voir avec le simple plaisir de se reconnaître à nouveau, après 2 ans, à se sentir comme un fantôme dans sa propre vie. Christopher arriva à la salle de bal avant Éléanore, se positionnant près des tables de rafraîchissement, où il pouvait observer la réunion sans être entraîné dans des conversations prolongées, et quand Éléanore entra une 20aine de minutes plus tard, il la vit dans sa vision périphérique. Un éclat de vert parmi les pastels et les blancs favorisés par les jeunes dames, et bien qu'il maintint ses yeux soigneusement dirigés loin de son visage, il était conscient de son mouvement à travers la pièce avec une intensité qui le surprit, comme si une partie de sa conscience avait été calibrée pour suivre sa présence, qu'il le veuille ou non. Éléanore se déplaçait dans le paysage social avec une grâce et une confiance qui aurait étonné quiconque avait été témoin de sa manière timide et hésitante la première année de son mariage, acceptant les présentations et engageant la conversation avec une aisance qui suggérait un plaisir sincère plutôt qu'une performance convenue, et lorsque la danse commença, elle fut immédiatement réclamée par Lord Hastings pour une valse, puis par le fils aîné de M. Pemberton pour un quadrille, puis par une succession de gentilshommes dont l'attention pour la duchesse semblait à Christopher, observant depuis sa position contre le mur, être inhabituellement persistante et marquée par une admiration qui fit se tordre quelque chose de chaud et d'inconfortable dans sa poitrine. Il se dit que son irritation provenait d'un souci de bienséance, que le plaisir d'Éléanore pour toute cette attention masculine rejaillissait négativement sur la gestion de sa maison, mais l'explication lui parut creuse même à lui, ne parvenant pas à expliquer la façon dont ses mains se serraient quand il la voyait rire à quelque chose que Lord Hastings disait, ou la brusque montée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la jalousie lorsque le jeune Pemberton lui tint la main un instant de trop après la fin de leur danse. Christopher se retrouva à se rapprocher de l'endroit où Éléanore se tenait, entourée d'admirateurs, assez près pour entendre sa voix alors qu'elle discutait d'un point sur l'art italien avec un gentleman qu'il reconnaissait vaguement de son club,
et l'intelligence et l'esprit de sa conversation le frappèrent avec une force inattendue, comme s'il entendait une étrangère parler plutôt que la femme silencieuse et vaincue qui s'asseyait à l'autre bout de sa table chaque soir. Et il se demanda, avec une confusion, qui frissait la colère quand elle était devenue cette personne, cette créature vibrante qui attirait les regards et l'admiration sans effort. C'est alors qu'il se tenait là, son regard fixé quelque part près de l'épaule d'Elenor, qu'il remarqua le doigt nu de sa main gauche alors qu'elle faisait un geste pendant la conversation. L'absence de son alliance s'imposant à sa conscience avec la force d'un coup physique, et bien qu'il n'eût pu dire pourquoi ce détail devrait importer alors qu'il avait travaillé si soigneusement pour ne rien remarquer d'elle, la vue de ce doigt nu envoya un choc à travers son système qui le laissa sans voix et troublé. Christopher quitta le bal moins d'une heure plus tard, prétextant une migraine à leurs hôtes, et passa le trajet en calèche de retour au manoir Ashworth à regarder les rues sombres de Londres, son esprit tourbillonnant de questions auxquelles il n'avait aucun désir de répondre, se demandant pourquoi Eleanor avait retiré sa bague, quand elle l'avait fait, ce que signifiait le fait qu'il ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent, et le plus troublant de tout, pourquoi la découverte le remplissait d'une panique qu'il ne pouvait ni nommer ni comprendre, comme si quelque chose dont il ne savait pas qu'il y tenait était en train de lui échapper, alors qu'il se tenait figé dans la prison de sa propre création. Christopher se retrouva dans l'aile est du manoir Ashworth par un après-midi gris de décembre, l'aile qui abritait les appartements privés d'Eleanor, et il n'aurait pu expliquer quelle impulsion l'avait attiré là, alors qu'il avait passé 2 ans à éviter soigneusement cette partie de la maison, structurant ses mouvements pour s'assurer qu'il ne coïncide jamais avec les siens. Pourtant, il se tenait là, dans le couloir devant son salon, le cœur battant inconfortablement vite et les mains serrées le long du corps, comme pour se préparer à une force invisible. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers l'ouverture, il pouvait voir que la pièce avait été transformée depuis la dernière fois qu'il l'avait aperçue pendant les premières semaines de leur mariage, les lourds rideaux bordeaux remplacés par des rideaux d'un crème doux qui laissaient la lumière hivernale remplir l'espace, et partout où il regardait, il voyait des preuves de la présence d'Eleanor. Des livres empilés sur la table d'appoint, un châle drapé sur le dossier d'une chaise, des roses fraîches de serre dans un vase en cristal qui emplissait l'air de leur parfum délicat. Il poussa la porte plus largement, sachant qu'elle était sortie rendre visite à Lady Margaret et ne reviendrait pas avant des heures, et entra dans ce qui ressemblait à un territoire étranger. Un espace qui appartenait si complètement à quelqu'un qu'il avait refusé de connaître qu'y entrer semblait être un acte de violation. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'avancer plus profondément dans la pièce, attiré par une curiosité qui ressemblait dangereusement à de la faim. Les peintures l'arrêtèrent net, des toiles appuyées contre le mur et disposées sur un chevalet improvisé près de la fenêtre, et Christopher se tint devant elle avec quelque chose qui ressemblait à un choc, car il n'avait pas su qu'Eleanor peignait, n'avait pas su qu'elle possédait ce talent, n'avait jamais pensé à demander, observer ou se soucier de ce qu'elle pouvait faire des heures interminables de solitude qu'il lui avait imposées. Les peintures étaient remarquables, des paysages rendus avec une sensibilité à la lumière et à l'ombre qui témoignaient d'un réel talent et d'un œil d'observation aiguisé, des natures mortes qui capturaient la beauté tranquille des objets ordinaires, et là, tourné vers le mur, comme si elle n'avait pas souhaité le voir, un portrait qui coupa le souffle de Christopher lorsqu'il le retourna. La femme du portrait était assise seule sur une banquette de fenêtre, son visage tourné vers la lumière qui filtrait à travers la vitre, et bien qu'Eleanor n'eût pas peint ses propres traits avec une précision photographique, il n'y avait aucun doute sur le sujet. Les cheveux sombres, la ligne gracieuse de son cou, la posture qui transmettait à la fois la solitude et un étrange contentement durement acquis. Comme si la femme avait fait la paix avec son isolement et y avait trouvé une sorte de liberté.
Christopher fixa cette version peinte de sa femme, cette femme seule mais pas brisée, et sentit les premiers vrais frémissements de culpabilité, la reconnaissance que pendant qu'il avait soigneusement évité de regarder Éléanore, elle avait été là, créant de la beauté, cultivant une vie intérieure dont il ne savait rien, existant dans des dimensions qu'il ne s'était jamais donné la peine d'imaginer. Il se dirigea vers son bureau, sachant qu'il ne le devrait pas, sachant que c'était une violation de sa vie privée, mais incapable de s'empêcher de prendre le livre qui y était ouvert, un volume de poésie d'Elizabeth Barrett Browning, et il vit qu'Eleanor avait marqué certains passages, avait écrit des notes dans les marges d'une petite écriture précise, et une annotation en particulier l'arrêta. L'amour qui endure doit d'abord survivre à l'indifférence, mais un cœur peut-il survivre à ce qui le brise? La question resta suspendue dans l'esprit de Christopher, alors qu'il reposait le livre avec soin, exactement comme il l'avait trouvé, et il comprit avec une clarté qui ressemblait au réveil d'un long sommeil qu'il ne savait rien de la femme qu'il avait épousée, rien de ses pensées, de ses rêves ou du paysage intérieur de son cœur, et cette ignorance n'était pas accidentelle, mais délibérée, un choix qu'il avait fait chaque jour pendant 2 ans, un choix qui avait tout coûté à Eleanor et lui avait coûté plus qu'il ne l'avait compris jusqu'à ce moment où il se tenait, entouré des preuves d'une vie qu'elle avait construite dans les espaces que son rejet avait créés. Le dîner que Christopher organisa pour ses associés à la mi-décembre était une obligation qu'il ne pouvait éviter, une réunion d'investisseurs ferroviaires et de leurs épouses qui attendaient toute l'hospitalité du manoir Ashworth, et Eleanor présida la soirée avec une grâce qui aurait semblé impossible à quiconque avait été témoin de sa manière réservée et hésitante aux premiers mois de leur mariage, se mouvant à travers les plats avec un charme sans effort qui maintenait la conversation fluide et les invités engagés d'une manière qui fit que Christopher se sentit comme un étranger dans sa propre maison, observant une performance à la création de laquelle il n'avait aucune part. Elle portait une robe d'un bleu nuit qu'il n'aperçut que dans sa vision périphérique, et sa voix portait sur toute la longueur de la table, avec une chaleur et une animation qu'il n'avait jamais entendues d'elle auparavant, discutant de sujets allant des récentes expositions à l'Académie royale aux débats au Parlement, avec une intelligence et un esprit qui suscitèrent de l'admiration de tous les gentilshommes présents. Et Christopher se surprit à écouter, malgré sa détermination à ne pas le faire, captivé par la qualité musicale de son rire, lorsque M. Thornton fit une observation sur l'absurdité de l'architecture moderne, un rire qui semblait venir d'un amusement sincère plutôt que d'une obligation polie, un rire franc et sans retenue qui fit se serrer douloureusement quelque chose dans sa poitrine. Il entendit Eleanor engager une discussion animée avec Madame Thornton sur l'opéra italien, révélant qu'elle avait étudié la musique dans sa jeunesse et pouvait jouer à la fois du pianoforte et de la harpe, une information qui frappa Christopher avec la force d'une révélation, car comment pouvait-il ne pas savoir ces choses sur sa propre femme? Comment avait-il pu vivre dans la même maison qu'elle pendant 2 ans et rester ignorant de ces aspects fondamentaux de son caractère? Et la question le troubla plus qu'il ne voulait l'admettre. Lorsque le dîner se termina et que les dames se retirèrent pour laisser les messieurs à leur porto et leurs cigares, M. Hartley, le plus âgé des partenaires de Christopher, leva son verre avec un sourire bienveillant et déclara « Vous êtes un homme chanceux, Ashworth, d'avoir obtenu une telle duchesse. Votre femme fait honneur à votre maison, intelligente et gracieuse à parts égales. Nous remarquions justement que vous devez vous estimer béni dans votre mariage. » Les mots restèrent suspendus dans l'air enfumé, et Christopher sentit tous les yeux se tourner vers lui, attendant la réponse attendue, les plaisanteries conventionnelles qui auraient dû venir facilement à un homme marié depuis 2 ans. Mais sa gorge se serra, et les phrases toutes faites moururent sans être prononcées. Car comment pouvait-il se prétendre chanceux dans un mariage qu'il avait délibérément détruit? Comment pouvait-il parler de bénédiction
alors qu'il avait traité Éléanore avec une cruauté qui semblait maintenant monstrueuse dans sa délibération soutenue, et son silence s'éternisa, devint gênant, jusqu'à ce qu'il ne parvienne qu'à un hochement de tête sec et à un accord murmuré qui ne satisfit personne, et surtout pas lui-même. Lorsque les messieurs rejoignirent les dames dans le salon, Christopher se positionna près de la cheminée où il pouvait observer sans participer, et il sentit son attention inexorablement attirée vers Éléanore, malgré tous ses efforts d'indifférence, son regard suivant ses mouvements alors qu'elle s'asseyait au pianoforte à la demande de madame Hartley, et jouait avec une habileté qui suggérait des années de pratique assidue, ses doigts nus se déplaçant sur les touches avec confiance et précision, et il faillit regarder son visage alors, faillit tourner la tête de ces quelques degrés cruciaux qui auraient mis ses traits en pleine vue, faillit s'autoriser à voir ce qu'il s'était interdit de reconnaître. Mais les vieilles habitudes tinrent bon, et il arracha son regard, bien que l'effort lui coûtât plus qu'il n'aurait pu l'imaginer, le laissant secoué et vidé par la perte de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Après le départ des invités et le retour au silence de la maison, Christopher se retrouva debout devant les appartements d'Éléanore, dans le couloir obscurci, la main levée pour frapper, des mots se formant et se dissolvant dans son esprit, alors qu'il essayait de trouver un moyen de combler le fossé qu'il avait créé, mais le courage lui manqua, et il resta là comme un idiot, jusqu'à ce qu'il entende du mouvement derrière la porte, les pas d'Éléanore et le bruit de ses préparatifs pour la nuit, et il se retira dans ses propres appartements, avec la connaissance amère qu'il était devenu un lâche. Effrayé d'affronter les conséquences de sa propre cécité délibérée, craignant par-dessus tout que s'il regardait enfin Éléanore, la regardait vraiment, il devrait reconnaître tout ce qu'il avait détruit et tout ce qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi différemment 2 ans auparavant, lorsque la mort de son père l'avait forcé à un mariage qu'il n'avait pas voulu, et pour lequel il avait puni Éléanore d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. L'annonce d'Éléanore vint au petit déjeuner 3 jours après le dîner, livrée sur le même ton calme qu'elle aurait pu utiliser pour commenter la météo, informant Christopher qu'elle avait accepté l'invitation de longue date de sa sœur à visiter le domaine familial dans le Derbyshire, et qu'elle partirait dans la semaine pour un séjour de 15 jours. La première fois qu'elle quitterait le manoir Ashworth depuis leur mariage 2 ans auparavant, et Christopher sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine à cette nouvelle, bien qu'il n'eût pu nommer l'émotion, ne put comprendre pourquoi la perspective de l'absence d'Éléanore devrait l'affecter alors qu'il avait passé chaque jour de leur mariage à s'assurer qu'ils restent aussi séparés que 2 personnes partageant une maison pouvaient l'être. Il ouvrit la bouche pour objecter, pour dire quelque chose qui pourrait retarder ou empêcher son départ, mais les mots moururent sans être formés, car de quel droit pouvait-il protester? Quelle prétention pouvait-il bien avoir sur son temps ou sa présence, alors qu'il l'avait traitée comme si elle n'existait pas? Et donc il se contenta d'hocher la tête et retourna son attention à son journal, tandis qu'Éléanore continuait de parler des arrangements de voyage et des affaires domestiques de cette même voix calme et distante qui suggérait qu'elle discutait de ses projets avec un associé plutôt qu'avec son mari. Les jours précédant son départ passèrent avec une efficacité qui troubla Christopher plus qu'il ne voulait l'admettre. Éléanore se déplaçant dans le manoir avec une détermination tranquille, tandis que sa femme de chambre faisait les malles et se coordonnait avec la gouvernante sur ce qui serait nécessaire pendant l'absence de la duchesse. Et Christopher se surprit à suivre ses préparatifs à distance, se tenant aux fenêtres qui donnaient sur la cour où les domestiques chargeaient ses affaires. S'attardant dans les couloirs où il pourrait l'apercevoir passer, bien qu'il maintint sa pratique soigneuse de ne jamais la regarder directement, même si quelque chose en lui se tendait vers elle avec une urgence qui frôlait dangereusement la panique. Le matin du départ d'Éléanore, Christopher se positionna dans son bureau où la fenêtre offrait une vue dégagée sur l'entrée, et il la regarda sortir dans une robe de voyage d'un vert profond, sa posture droite
et ses mouvements posés, et il remarqua comment elle s'arrêta pour parler avec madame Hartwell, la gouvernante, avec ce qui semblait être une chaleur sincère, comment elle sourit à quelque chose qu'un des laquais dit en l'aidant à monter dans la calèche, comment elle s'installa sur son siège et leva les yeux vers la façade du manoir avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer à cette distance, mais qui semblait ne contenir ni regret ni désir, seulement une sorte de résolution paisible. La calèche descendit la longue allée et disparut au-delà des portes, et Christopher resta à la fenêtre longtemps après son départ, saisi par un sentiment de perte si aigu qu'il lui coupa le souffle, et le manoir sembla se transformer autour de lui en l'absence d'Éléanore, le silence prenant une qualité différente, plus lourd et plus complet, comme si son départ avait retiré quelque chose d'essentiel à l'atmosphère de la maison, une présence vitale qu'il n'avait jamais consciemment enregistrée, mais dont l'absence laissait tout creux et étrange. Il passa le reste de la journée dans un état de distraction qu'il ne pouvait secouer, se retrouvant debout dans des embrasures de portes, à se demander ce qu'il avait eu l'intention d'y faire, prenant des livres et les reposant sans les lire. Et quand le soir vint et qu'il s'assit seul à la longue table à manger, où quelques jours auparavant, Éléanore avait présidé leurs invités avec tant de grâce et d'esprit, sa chaise vide sembla consumer toute son attention, une absence plus puissante que n'importe quelle présence, et Christopher comprit avec une clarté qui ressemblait à une chute que le manoir n'avait pas été sa maison ces derniers mois, il avait été celle d'Éléanore, qu'elle l'avait rempli de vie et de lumière, qu'il avait été trop délibérément aveugle pour voir, et maintenant qu'elle était partie, il était laissé dans une maison qui ressemblait moins à une résidence qu'à un mausolée, vide, froid et totalement dépourvu de la chaleur dont il n'avait pas su qu'elle lui manquait jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le silence du manoir Ashworth, en l'absence d'Elinor, n'était pas simplement l'absence de son, mais quelque chose de plus profond et de plus troublant, une immobilité qui semblait peser sur la conscience de Christopher d'un poids accusateur alors qu'il errait dans des pièces qui lui semblaient soudainement inconnues, bien qu'il y ait vécu toute sa vie, et il se surprit à graviter vers les espaces qu'Éléanore s'était appropriés, le salon du matin où elle prenait son thé, la petite bibliothèque où elle lisait l'après-midi, la salle de musique où il réalisait maintenant qu'elle devait avoir pratiqué le pianoforte qui avait tant impressionné ses invités, chaque espace portant des traces de sa présence qu'il n'avait jamais consciemment enregistrées, mais qui semblaient maintenant douloureusement évidentes dans leurs détails accumulés. Il se tint dans l'embrasure de la porte de la serre, où la lumière d'hiver filtrait à travers les vitres sur le petit bureau qu'Éléanore avait positionné près des fenêtres, et il vit sa correspondance disposée avec une netteté caractéristique, des lettres à sa sœur, à Lady Margaret et à diverses organisations caritatives, et il comprit avec un choc de reconnaissance qu'elle avait construit une vie entière entre ses murs, une vie dont il ne savait rien parce qu'il avait délibérément choisi l'ignorance, avait construit toute son existence autour du fait de ne pas la voir, de ne pas la reconnaître, de ne pas lui permettre de devenir réelle pour lui d'une manière qui aurait pu exiger son attention ou ses soins. Lorsque l'heure du dîner arriva ce premier soir, Christopher s'assit seul à la longue table en acajou où la chaise vide d'Elinor semblait attirer son regard avec une insistance magnétique, et il découvrit qu'il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas se concentrer sur la nourriture devant lui ou sur le journal qu'il avait apporté comme distraction, car tout ce à quoi il pouvait penser était la façon dont Éléanore s'était assise là, nuit après nuit pendant 2 ans, endurant son impolitesse délibérée, sa lecture, son silence et son refus absolu de reconnaître sa présence. Et la cruauté de son acte s'abattit sur lui comme un poids physique qui rendait la respiration difficile. En désespoir de cause, il chercha refuge dans le livre d'Éléanore, un volume de poésie d'Elizabeth Barrett Browning qu'elle avait laissé sur la table d'appoint dans le salon, et il l'ouvrit pour trouver ses annotations dans les marges,
des notes soignées écrites de sa main précise, qui révélaient une intelligence réfléchie et curieuse, des observations sur la métrique, le sens et la vérité émotionnelle, qui parlaient d'une femme profondément engagée avec les idées et l'art. Et Christopher lut ces mots avec un émerveillement et une honte croissant. Car comment avait-il pu partager une maison avec cette personne et ne jamais la connaître, ne jamais même tenter de la connaître, ne jamais considérer une seule fois qu'elle pourrait être quelqu'un qui vaille la peine d'être connu plutôt qu'une simple obligation à endurer. Le 3e jour de l'absence d'Éléanore, une lettre lui parvint, adressée de sa main inconnue, et lorsque Christopher brisa le sceau, il découvrit qu'elle venait de la sœur d'Éléanore, Lady Caroline Pemberton, le remerciant, avec ce qui semblait être une chaleur sincère, de permettre à Éléanore la liberté de lui rendre visite, d'être compréhensif envers son besoin de s'éloigner de ses devoirs, d'être le genre de mari qui reconnaissait que même une duchesse avait besoin de répit et de liens familiaux. Et chaque mot frappa Christopher comme un coup physique, car la lettre supposait une générosité et une considération qu'il n'avait jamais montrées. Le dépeignant comme un partenaire attentionné, alors que la vérité était qu'Éléanore n'avait pas demandé sa permission parce qu'elle avait compris avec une parfaite clarté qu'elle n'en avait pas besoin, que leur mariage était si creux et si dépourvu de liens véritables que ses mouvements étaient sa propre affaire et son opinion sans importance. La phrase le hanta à travers des nuits sans sommeil et des journées distraites, ce mot « permettre », comme si Éléanore était une possession dont les activités nécessitaient son approbation plutôt qu'une personne avec sa propre volonté et ses propres désirs. Et Christopher fut forcé de confronter la vérité inconfortable qu'il l'avait en effet traité exactement de cette façon, l'avait considéré comme un ajout incommode à sa maisonnée plutôt que comme sa femme, lui avait donné le titre, la position et le confort matériel d'être la duchesse d'Ashworth, tout en lui refusant la seule chose qui aurait pu donner un sens à tout cela, à savoir une simple reconnaissance humaine, une reconnaissance de base de son existence et de sa valeur. Il s'assit dans son bureau alors que l'obscurité hivernale tombait tôt sur le domaine, et pour la première fois en 2 ans, Christopher s'autorisa à penser consciemment à Éléanore, non pas comme un problème abstrait ou une obligation non désirée, mais comme une personne, une femme qui était entrée dans sa maison avec de l'espoir et qui avait été accueillie par une cruauté systématique, qui avait essayé de construire des ponts et avait été repoussée à chaque tentative, qui avait finalement cessé d'essayer et avait trouvé sa propre voie, et la pensée qui se forma dans son esprit était simple, dévastatrice et impossible à rejeter. Qu'ai-je fait? Le 7e matin de l'absence d'Éléanore, Christopher se retrouva à marcher à travers les jardins dénudés par l'hiver en direction de la chapelle familiale qui se dressait à la lisière du domaine, un petit bâtiment en pierre où des générations d'Ashworth avaient été baptisées, mariées et pleurées, et où une plaque commémorative pour Lady Victoria Hartley témoignait de la femme dont la mort avait défini les 3 dernières années de sa vie, et il n'avait pas visité cet endroit depuis la semaine qui avait suivi le décès de Victoria, l'avait évité avec le même soin délibéré qu'il avait appliqué à éviter Éléanore, mais maintenant il s'y sentait attiré par un besoin qu'il ne pouvait entièrement articuler. Le sentiment qu'une confrontation essentielle l'attendait dans cet espace sacré et silencieux. La chapelle était froide et sombre, la lumière d'hiver filtrant à travers les vitraux pour peindre des ombres colorées sur les sols de pierre usée, et Christopher se tint devant le mémorial de Victoria, les mains jointes dans le dos, étudiant l'inscription qu'il avait commandée dans son deuil, les mots qui parlaient de beauté, de grâce et d'amour éternel, et il attendit que la vague familière de chagrin déferle sur lui, le sentiment dévastateur de perte qu'il avait consumé dans les mois suivant sa mort. Mais ce qui vint à la place fut quelque chose de plus calme et de plus compliqué,
une tristesse certainement, mais aussi une étrange sorte de distance, comme s'il regardait un mémorial pour quelqu'un qu'il avait connu il y a longtemps, plutôt que la femme qu'il avait cru destinée à épouser. Il parla à voix haute à la chapelle vide, sa voix rauque de désuétude et d'émotion, disant à Victoria des choses qu'il n'avait jamais dites de son vivant, admettant qu'il avait fait d'elle quelque chose qu'elle n'avait jamais été, avait transformé une affection sincère en une grande tragédie romantique, parce que le deuil était plus facile que l'acceptation, parce que pleurer un amour idéalisé était plus simple que d'en construire un vrai avec la femme de chair et de sang qui était devenue son épouse. Et tandis que les mots s'échappaient de lui, Christopher comprit, avec une clarté dévastatrice, qu'il avait puni Eleanor, non pas pour ne pas avoir été Victoria, mais pour avoir été réelle, pour avoir été présente, pour exiger par sa simple existence qu'il s'engage avec la vie plutôt que de se retirer dans la fiction confortable d'un deuil éternel. La prise de conscience s'installa sur lui comme un givre d'hiver, froid et inéluctable, et Christopher s'affaissa sur l'un des bancs en bois et laissa tomber sa tête dans ses mains, s'autorisant enfin à voir toute l'étendue de sa cruauté, la manière systématique dont il avait refusé à Eleanor toute courtoisie humaine de base, l'avait traitée non seulement avec indifférence, mais avec un mépris actif, refusant de la regarder comme si elle était quelque chose de honteux ou de grotesque, alors que la vérité était que son refus n'avait rien à voir avec Eleanor elle-même, mais tout à voir avec sa propre lâcheté, sa peur que s'il s'autorisait à la voir, il pourrait devoir reconnaître que Victoria était vraiment partie, et que la vie continuait malgré son chagrin, et qu'il avait épousé une femme qui méritait mieux que d'être un fantôme dans sa propre maison. Il s'assit dans le silence de la chapelle, tandis que les ombres s'allongeaient et que l'après-midi avançait, et Christopher prit une décision qui semblait à la fois terrifiante et inévitable, reconnaissant à lui-même et à la mémoire de Victoria qu'il était temps de la laisser reposer, temps de cesser d'utiliser sa mort comme une excuse pour sa propre abdication émotionnelle, temps d'essayer, aussi imparfaitement et tardivement que ce soit, d'être le mari qu'Eleanor méritait plutôt que le monument au deuil qu'il était devenu, bien qu'il n'eût aucune idée de comment commencer, aucun modèle de transformation. Seulement une compréhension profonde que lorsqu'Eleanor reviendrait du Derbyshire, il devrait trouver le courage de faire la seule chose qu'il avait évitée pendant 2 ans, la seule chose qui le terrifiait plus que n'importe quelle entreprise commerciale ou obligation sociale ne l'avait jamais fait, qui était de simplement regarder sa femme, de la voir, de lui permettre d'être réelle pour lui dans toute sa complexité et son humanité. Et il s'exerça là, dans la chapelle vide, levant la tête et essayant d'imaginer le visage d'Eleanor, réalisant avec honte qu'il ne pouvait pas se représenter clairement ses traits, car il avait si soigneusement évité de les voir vraiment, et la perspective de croiser son regard lui semblait se préparer à sauter d'une grande hauteur dans des eaux inconnues, terrifiants, nécessaires et attendus depuis longtemps. La calèche d'Eleanor arriva au manoir Ashworth par un après-midi cristallin, où la lumière du soleil d'hiver faisait briller le sol couvert de givre comme des diamants éparpillés, et tandis que les roues crissaient sur l'allée de gravier, elle ressentit un curieux mélange d'émotions, le soulagement de retrouver des espaces familiers mêlé à une subtile réticence à réintégrer l'architecture froide de son mariage, bien qu'elle se rappelât que le mariage avait changé pour elle même s'il restait inchangé pour Christopher, qu'elle avait trouvé sa propre paix et son propre but, et n'avait plus besoin de sa reconnaissance pour se sentir entière. Et tandis que les laquais l'aidaient à descendre de la calèche, Eleanor gardait la tête haute et les épaules droites, portant la confiance qu'elle avait cultivée pendant sa quinzaine d'absence comme une armure invisible. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de trouver Christopher debout dans le hall d'entrée, non pas séquestré dans son bureau comme il l'était invariablement lors de ses allées et venues,
et la vue de sa présence, l'attendant là, arrêta Éléanore momentanément sur le seuil. Son calme soigneusement gardé, faiblissant juste un instant avant qu'elle ne se reprenne et n'avance avec une grâce mesurée, et elle le vit changer légèrement de pied à son approche, vit quelque chose qui aurait pu être de la nervosité dans la posture de ses épaules, et quand il tenta de la regarder, elle vit son regard monter du sol en marbre, à l'ourlet de sa robe de voyage jusqu'à sa taille, puis faiblir, dévier sur le côté pour se fixer sur un point au-delà de son épaule, et Éléanore ressentit un éclair de quelque chose qui aurait pu être de la déception ou de la justification, car même maintenant, même après 2 semaines d'absence, il ne parvenait pas à accomplir le simple geste de courtoisie humaine de croiser son regard. La voix de Christopher, quand il parla, était plus rauque qu'elle ne s'en souvenait, plus basse en quelque sorte, comme si la désuétude en avait changé le timbre, et il dit « Bon retour, Éléanore », utilisant son prénom pour ce qui, réalisa-t-elle, était peut-être la première fois depuis le jour de leur mariage, et le son de ce nom dans sa bouche était si inattendu qu'Éléanore sentit sa froideur préparée vaciller légèrement, mais elle se ressaisit et répondit avec une formalité parfaite. « Merci, votre grâce. » Le voyage fut agréable, gardant un ton neutre et poli, la voix qu'on utiliserait avec une connaissance lointaine plutôt qu'un mari. Elle regarda ses mains se serrer et se desserrer le long de son corps, regarda son regard dériver vers ses mains, où elle tenait ses gants et son réticule, et elle vit le moment exact où ses yeux se fixèrent sur sa main gauche, vit tout son corps s'immobiliser alors qu'il remarquait l'absence de son alliance, le 4e doigt nu, avec sa pâle bande de peau qui restait comme preuve de ce qui y avait été porté pendant 2 ans. Et Éléanore ressentit une satisfaction perverse à sa réaction, même si quelque chose dans sa poitrine se serra au choc visible qui traversa ses traits, la façon dont sa respiration sembla se couper et sa mâchoire se crisper, comme s'il éprouvait une douleur physique. Le silence s'étira entre eux dans le grand hall d'entrée, tandis que les domestiques se déplaçaient discrètement autour d'eux en portant ses bagages, et Éléanore attendit avec la patience qu'elle avait apprise au cours de 2 années d'ignorance, se demandant si Christopher parlerait à nouveau ou si cette tentative de bienvenue sans précédent avait épuisé sa capacité d'engagement. Et quand il réussit enfin à former des mots, ils sortirent hésitants et incertains. « Avez-vous eu une agréable visite chez votre sœur ?» Et Éléanore répondit avec une civilité froide sur la santé et l'humeur de Caroline et les divertissements de la société du Derbyshire, répondant à sa question de manière exhaustive, tout en n'offrant rien de son expérience intérieure, rien de la façon dont la visite avait renforcé sa résolution ou approfondi sa compréhension de sa propre valeur, et tandis qu'elle parlait, elle observait l'incapacité continue de Christopher à la regarder directement, le voyait lutter avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, et quand elle eut fini de parler, elle s'excusa avec une courtoisie sans faille, disant qu'elle avait besoin de se reposer du voyage, laissant Christopher seul dans le hall d'entrée, sa tentative ratée de connexion flottant dans l'air entre eux comme de la fumée. Le lendemain du retour d'Eleanor, Christopher apparut à la table du petit déjeuner pour la première fois de leur mariage, arrivant avant elle et attendant avec une nervosité à peine dissimulée son entrée dans la pièce, le calme d'Éléanore ne faiblissant que légèrement à la vue de sa présence. Assis là avec une tasse de thé refroidissant devant lui, intacte, et lorsqu'elle prit sa place à l'autre bout de la longue table, il s'éclaircit la gorge et demanda, avec une maladresse presque pénible à voir, si elle avait bien dormi après son voyage, et Éléanore répondit avec une courtoisie attentive qu'elle l'avait fait, « Merci », son ton suggérant qu'elle parlait à une connaissance plutôt qu'à un mari, et Christopher sentit la distance entre eux comme une chose physique, un gouffre qu'il avait passé 2 ans à creuser et qu'il se trouvait maintenant désespéré de traverser, bien qu'il n'eût aucune idée de comment commencer à construire un pont. Au cours des jours suivants,
il continua à apparaître au petit déjeuner, posant des questions sur sa peinture, avec un intérêt sincère bien que maladroit. Et Éléanore répondit avec une politesse gardée, clairement confuse par cette attention soudaine, ses réponses complètes, mais ne révélant rien de ses pensées intérieures, et Christopher se sentit frustré par ses propres limites, par la façon dont ses yeux s'écartaient toujours de son visage chaque fois qu'il essayait de la regarder directement, des décennies d'habitude s'avérant impossibles à briser en quelques jours, et il s'asseyait en face d'elle, se sentant comme un homme piégé derrière une vitre, capable de voir la forme de ce qu'il voulait, mais incapable de l'atteindre. Il commença à laisser de petits gestes d'excuse et d'intérêt éparpillés dans ses journées, comme des miettes de pain, faisant livrer des fleurs fraîches dans son studio chaque matin, des lys et des roses d'hiver qui emplissaient l'espace d'un parfum subtil, et faisant acquérir par son secrétaire des livres qu'il pensait susceptibles de l'intéresser en se basant sur les volumes qu'il avait vus dans ses appartements, de la poésie, de la philosophie et des romans d'auteurs, des objets qu'il laissait sur son bureau sans explication, et il demanda sa présence au dîner non pas par l'intermédiaire des domestiques, mais en le lui demandant lui-même, apparaissant à la porte de son studio en fin d'après-midi et parlant au cadre plutôt qu'à elle, disant qu'il serait honoré si elle se joignait à lui pour le repas du soir, et Éléanore accepta chaque fois avec une grâce formelle, son acceptation ressemblant plus à une obligation remplie qu'à un désir satisfait. Lors de ces dîners, Christopher tenta la conversation, s'enquérant de la famille et de sa sœur, de son travail de charité et des peintures qu'elle créait, et Éléanore répondit avec la même politesse attentive qu'elle avait montrée depuis son retour, ses mots corrects et sa manière impeccable, mais son véritable moi soigneusement tenu hors de sa portée. Et Christopher comprit avec un désespoir croissant qu'il lui avait trop bien appris à être invisible, avait passé 2 ans à l'entraîner, à ne rien attendre de lui, et maintenant, ses tentatives maladroites de connexion devaient lui sembler soit incompréhensibles, soit suspectes, peut-être même cruelles à leur manière, comme un chat jouant avec une souris qu'il a déjà blessée. Il se surprit à penser à elle constamment, cette femme qu'il avait si complètement ignorée, se demandant quelle pensée se cachait derrière son expression attentive, quel rêve elle nourrissait. Ce qu'elle ressentait en le regardant maintenant avec ses yeux froids et calculateurs qui le voyaient clairement, même s'il ne parvenait toujours pas à les croiser. Et l'ironie n'échappa pas à Christopher que pendant 2 ans, Éléanore avait désespérément cherché son attention alors qu'il la lui refusait, et maintenant il désirait ardemment son attention tandis qu'elle ne lui offrait qu'un désintérêt poli, et il reconnut ce renversement comme une justice qu'il avait méritée, mais qui ne la rendait pas plus facile à supporter, n'atténuait pas la douleur croissante dans sa poitrine chaque fois qu'elle le remerciait formellement pour les fleurs ou les livres, sa gratitude parfaitement exécutée et complètement dépourvue de chaleur, la gratitude que l'on offre à un étranger pour avoir tenu une porte ouverte plutôt qu'à un mari tentant de réparer un mariage brisé. La confrontation eut lieu par un après-midi gris où le grésil frappait contre les fenêtres du studio d'Éléanore, et elle avait tenté de peindre pendant 1 heure sans succès, son esprit trop agité pour se concentrer sur la toile et les couleurs, trop occupé par l'étrange métamorphose qui se produisait dans son mariage, et lorsque Christopher apparut à sa porte, portant encore une autre offrande, cette fois un volume relié en cuir des sonnets d'Elizabeth Barrett Browning, Éléanore posa son pinceau avec un soin délibéré et se tourna pour lui faire face directement, sa voix ferme et claire, lorsqu'elle dit « Christopher, nous devons parler franchement de ce qui se passe ici. » Et elle le regarda se figer dans l'embrasure de la porte, le vit fixer la peinture derrière elle plutôt que son visage, et cet évitement familier alluma quelque chose de féroce dans sa poitrine, quelque chose qui s'était accumulé au fil des semaines de fleurs, de livres et de conversations maladroites au petit déjeuner, qui ne parvenaient jamais tout à fait à créer un lien. Elle lui demanda directement pourquoi il faisait cela,
pourquoi, après 2 ans d'indifférence étudiée, il apparaissait soudainement à sa table du petit déjeuner, remplissait son studio de fleurs et cherchait sa compagnie au dîner. Et la réponse de Christopher vint de manière hésitante, ses mots trébuchant les uns sur les autres, alors qu'il tentait d'expliquer qu'il avait eu tort, qu'il avait réalisé pendant son absence à quel point il lui avait manqué, qu'il voulait essayer d'être un mari convenable, et Éléanore écouta, les mains jointes devant elle, ses mains nues, avec son annulaire montrant encore sa pâle bande d'absence, et quand il eut fini de parler, elle dit avec une digne quiétude « Vous ne pouvez même pas me regarder en disant ces choses. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, à la fois accusation et plaidoyer, et Éléanore regarda Christopher tressaillir, comme si elle l'avait frappé, le regarda essayer, et échouer à nouveau à lever les yeux vers son visage. Et elle sentit un dangereux mélange de colère et de chagrin lui monter à la gorge, alors qu'elle commençait à parler des 2 années d'invisibilité, du fait de s'asseoir en face de lui au dîner, en se sentant moins substantielle que les meubles, de lui parler et de ne recevoir que des grognements ou le silence en retour, de disparaître lentement dans sa propre maison, jusqu'à n'être guère plus qu'un fantôme hantant les couloirs du manoir Ashworth. Elle lui parla des nuits où elle était restée éveillée, se demandant ce qui n'allait pas chez elle pour que son propre mari ne puisse supporter de la regarder, de l'érosion progressive de son estime de soi, de la reconstruction minutieuse de sa dignité qui avait exigé qu'elle cesse de chercher son approbation et commence à chercher la sienne. Et Christopher resta immobile dans l'embrasure de la porte, écoutant cette litanie de ses cruautés, la mâchoire serrée et les mains crispées le long du corps. Et quand elle fit une pause, il dit, la voix rauque de honte, « Je suis désolé, Éléanore, je suis profondément désolé pour la douleur que je vous ai causée. » Mais Éléanore secoua lentement la tête et répondit que les excuses ne suffisaient pas, qu'elle n'accepterait ni demi-mesure, ni geste symbolique, que s'il voulait vraiment réparer ce qu'il avait brisé, il devait réellement changer, pas seulement jouer un changement tout en maintenant la même distance prudente qu'il avait toujours gardée. Elle lui parla alors du retrait de son alliance, du matin où elle l'avait fait glisser de son doigt et l'avait placé dans sa boîte à bijoux, de ce que cet acte avait signifié, la reconquête d'elle-même face à un mariage qui n'avait jamais vraiment reconnu son existence, et elle vit les yeux de Christopher tomber à nouveau sur sa main nue, vit quelque chose qui ressemblait à de l'angoisse traverser ses traits, et elle dit doucement mais fermement qu'elle ne remettrait pas cette bague pour des gestes et des plaisanteries, qu'elle méritait un mari qui puisse la regarder, qui puisse la voir, qui puisse la reconnaître comme une personne vivante et respirante, plutôt que comme un rappel incommode du devoir, et que s'il ne pouvait lui offrir cela, alors elle préférait qu'il retourne à son indifférence précédente, plutôt que de les tourmenter tous les deux, avec cette prétention maladroite de connexion. Ce soir-là, Christopher se retrouva à errer dans le manoir sans destination précise, ses pas le portant à travers les couloirs et les escaliers jusqu'à ce qu'il émerge dans le jardin où le crépuscule cédait à l'obscurité totale et où l'air avait cette qualité électrique qui précède un orage, et il vit Éléanore debout près de la fontaine, son châle serré contre le vent qui se levait, son visage tourné vers les nuages agités, et quelque chose dans la poitrine de Christopher se fendit comme la glace qui se brise au dégel du printemps, une dernière résistance se brisant sous le poids accumulé de sa solitude, de sa honte et de son désir désespéré. Et il marcha vers elle sans décision consciente, ses pieds se déplaçant sur le chemin de gravier, tandis que le tonnerre grondait au loin et que les premières grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Il s'arrêta à 3 pas d'elle, assez près pour voir la façon dont le vent attrapait des mèches de ses cheveux sombres et les arrachait de leurs épingles, assez près pour entendre sa respiration, et Éléanore se tourna vers lui, avec la surprise peinte sur ses traits. Et Christopher sentit son cœur martelé contre ses côtes, alors qu'il se forçait vraiment avec chaque once de volonté qu'il possédait, à lever les yeux du sol et à regarder son visage,
à regarder réellement le visage de sa femme pour la première fois en 2 ans de mariage, et le monde sembla basculer et se réaligner lorsque son regard croisa le sien. Elle avait des yeux gris, découvrit-il, des yeux gris, tachetés de bleu, comme des nuages d'orage traversés d'éclairs, et il le regardait en retour avec un mélange de méfiance, de choc et de quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait nommer, et son visage n'était pas le visage qu'il avait imaginé dans les rares moments où il s'était permis de penser à ses traits. Il était meilleur, plus complexe et plus beau, avec des pommettes hautes et une bouche qui tenait à la fois de la force et de la douceur, et il y avait de l'intelligence dans ses yeux, et de la douleur, et une dignité durement acquise qu'il avait forgée par sa négligence, et Christopher sentit tout le poids de 2 ans de cécité s'abattre sur lui comme une vague, sentit l'énormité de ce qu'il avait refusé de voir, cette femme remarquable qui avait vécu dans sa maison comme un fantôme, parce qu'il en avait fait un. Eleanor resta parfaitement immobile sous son regard, la pluie tombant plus fort maintenant et trempant leurs vêtements, et Christopher vit sa gorge bouger alors qu'elle déglutissait, vit la vulnérabilité traverser ses traits avant qu'elle ne puisse la masquer, et il comprit que ce moment lui coûtait quelque chose, que se laisser vraiment voir par lui après si longtemps exigeait un courage qu'il n'était pas sûr de posséder, et la connaissance de sa bravoure le désarma complètement. Il dit, sa voix rauque et brisée, « Eleanor, je vous vois, Dieu me vienne en aide, je vous vois enfin, et vous êtes extraordinaire. » Et les mots jaillirent de lui sans élégance ni préméditation, une confession brute qu'il avait été un lâche et un idiot, qu'il s'était caché d'elle parce que la regarder l'aurait obligé à reconnaître que Victoria était vraiment partie et qu'il avait une femme vivante et respirante qui méritait son attention, son respect et son cœur, qu'il avait été cruel au-delà de toute mesure et que cette cruauté avait été délibérée, un choix qu'il avait fait chaque jour pendant 2 ans, et qu'il ne pouvait pas l'effacer, mais qu'il voulait désespérément faire mieux, être meilleur, si elle lui en donnait la chance. Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes qui se mêlèrent à la pluie sur ses joues, et Christopher sentit ses mains se lever d'elles-mêmes, flottant près de son visage, avec le désir désespéré de la réconforter, de la toucher. Mais il se retint parce qu'il n'avait pas mérité ce droit, l'avait perdu par son rejet systématique de sa présence, et Eleanor murmura, sa voix à peine audible au-dessus de l'orage, « Vous me regardez ». Et Christopher hocha la tête, incapable de détourner le regard maintenant, incapable d'imaginer jamais détourner le regard à nouveau, et il dit « Je vous regarde et je suis désolé. Je suis si profondément désolé pour chaque moment où j'ai refusé de le faire. » Et Eleanor leva lentement la main et attrapa une de ses mains flottantes dans les siennes, et le contact fut comme un éclair, électrique et transformateur, et ils restèrent là, dans le jardin, tandis que l'orage éclatait pleinement au-dessus d'eux, et que le tonnerre secouait la terre sous leurs pieds, se regardant l'un l'autre avec la pluie ruisselant sur leurs visages, et 2 ans de silence cédant enfin la place à la possibilité de quelque chose de réel. La reconstruction de leur mariage vint lentement, comme le printemps émergeant de la terre dure de l'hiver, mesuré non pas en grands gestes, mais en moments accumulés de connexion authentique que Christopher abordait avec la révérence attentive d'un homme manipulant quelque chose d'infiniment précieux et d'infiniment fragile. Et les semaines qui suivirent cette révélation détrempée par l'orage dans le jardin se déroulèrent avec une douceur hésitante qu'aucun d'eux n'avait imaginé possible dans les froids couloirs du manoir Ashworth. Christopher commença à rejoindre Eleanor pour le petit déjeuner chaque matin, et ces repas se transformèrent des épreuves silencieuses de leurs 2 premières années en conversation où il l'interrogeait sur sa peinture et écoutait avec une attention sincère lorsqu'elle décrivait la façon dont la lumière tombait à travers les fenêtres du studio à différentes heures, la manière dont certaines couleurs évoquaient des émotions spécifiques, les défis techniques de la capture du mouvement
sur une toile statique. Et Eleanor se surprit à parler avec une aisance croissante. Sa méfiance initiale s'adoucissant à mesure qu'elle reconnaissait que Christopher l'écoutait vraiment, la voyait vraiment, ses yeux gris rencontrant les siens à travers la table avec une franchise qui lui coupait encore parfois le souffle après si longtemps d'invisibilité. Il lui demanda s'il pouvait la regarder peindre un après-midi, et Eleanor accepta avec une certaine appréhension, incertaine de ce qu'elle ressentirait à créer sous son observation. Mais Christopher s'installa sur la banquette de la fenêtre de son studio, avec son propre carnet de croquis et son fusain, avouant qu'il avait autrefois aimé dessiner avant que le devoir et le deuil n'aient consumé tous ses loisirs, et ils travaillèrent dans un silence complice, rompu seulement par des questions occasionnelles sur la technique ou des demandes de passer du matériel. Et quand Eleanor jeta un coup d'œil au croquis de Christopher, elle vit qu'il l'avait dessiné, capturant la concentration de ses traits pendant qu'elle travaillait, et l'intimité d'être vue et dépeinte par sa main fit rougir ses joues et réchauffa sa poitrine. Ils firent des promenades dans le domaine, alors que l'hiver cédait au début du printemps, et Christopher lui montra des points de repère et partagea des histoires de son enfance qu'il n'avait jamais pensé à lui raconter auparavant, et Eleanor lui rendit l'appareil avec des récits de sa propre éducation, et peu à peu, ils commencèrent à se connaître en tant que personnes plutôt qu'en tant que duc et duchesse, en tant que Christopher et Eleanor plutôt qu'en tant que mari et la femme qui n'était pas, Victoria, et il y eut des moments où leurs mains se frôlèrent en marchant et aucun ne se retira, des moments où le rire de Christopher retentit, sincère et surpris par quelque chose qu'Eleanor disait, des moments où le poids de leur histoire douloureuse semblait s'alléger sous l'accumulation de ses meilleurs moments. La bague resta hors du doigt d'Eleanor, dans sa boîte de velours, dans son coffret à bijoux, et aucun d'eux ne la mentionna bien que les yeux de Christopher s'attardassent parfois sur ce doigt nu, avec une expression qu'Eleanor ne pouvait tout à fait lire, quelque chose entre le regret et l'espoir, et l'absence de la bague devint un marqueur de leur progrès, un rappel que ce qu'ils construisaient maintenant était nouveau et mérité, plutôt qu'assumé et obligatoire, et Eleanor découvrit qu'elle préférait cela, préférait la liberté de choisir Christopher chaque jour plutôt que d'être liée par un symbole qu'elle avait porté sans signification. Leur premier baiser eut lieu un soir, 6 semaines après la confrontation dans le jardin, alors qu'ils lisaient ensemble dans la bibliothèque et que Christopher avait fait une observation sur le roman qu'Eleanor tenait, qui était si parfaitement en accord avec ses propres pensées, qu'elle leva les yeux vers lui, avec surprise et délice, et il la regardait déjà avec une affection si ouverte que l'espace entre eux sembla s'évaporer, et lorsqu'il se pencha lentement vers elle, lui donnant toute possibilité de reculer, Eleanor le rejoignit à mi-chemin, et le baiser fut doux, interrogateur et d'une tendresse déchirante, une question et une réponse, une promesse et un espoir, et quand ils se séparèrent, Eleanor vit des larmes briller dans les yeux de Christopher et sentit une humidité répondante sur ses propres joues, et Christopher murmura « Merci de m'avoir donné une autre chance, de m'avoir laissé apprendre à t'aimer correctement. » Et Eleanor toucha doucement son visage et répondit « Merci d'avoir enfin choisi de me voir. » Et l'intimité entre eux s'approfondit à partir de cette nuit-là, non pas précipitée, mais se déployant avec une inévitabilité patiente, 2 personnes se découvrant vraiment pour la première fois, et trouvant dans cette découverte quelque chose de bien plus riche que ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Le printemps arriva au manoir Ashworth exactement 1 an après qu'Eleanor eut retiré son alliance. Et la transformation était évidente non seulement dans les fleurs qui couvraient les arbres du jardin ou la chaleur qui était revenue dans les anciennes salles de pierre, mais dans la façon dont Christopher et Eleanor se déplaçaient à travers leur journée, avec l'intimité facile de 2 personnes qui s'étaient choisies délibérément et complètement, construisant quelque chose de réel sur les cendres de leur début creux, et un matin
où la lumière du soleil inondait les fenêtres de la salle du petit déjeuner, et qu'Éléanore riait de quelque chose que Christopher avait dit à propos du nouveau poulain dans les écuries, il plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit une petite boîte de velours qui coupa le souffle d'Éléanore. La bague à l'intérieur ne ressemblait en rien au froid héritage familial qu'elle avait porté pendant ces terribles premières années, mais était plutôt un anneau délicat commandé au meilleur joaillier de Londres, conçu selon les spécifications exactes de Christopher, avec les fleurs préférées d'Éléanore gravées sur sa surface, et un unique saphir parfait de la couleur des nuages d'orage traversés d'éclairs, la couleur de ses yeux lorsqu'elle lui avait permis pour la première fois de la voir vraiment dans ce jardin trempé de pluie, et Christopher dit doucement en la lui tendant « Je ne peux pas effacer les années que j'ai gaspillées, la douleur que je vous ai causée, mais je peux vous offrir ceci comme symbole de l'homme que je suis maintenant, plutôt que de l'homme que j'étais. Une promesse que je vous vois chaque jour, et que je vous choisis chaque jour, et que je continuerai à le faire pour tous nos jours restants, si vous l'acceptez, si vous m'acceptez comme votre mari en vérité, plutôt que simplement de nom. » Éléanore regarda la bague avec des larmes qui montaient à ses yeux, puis le visage de Christopher, où l'amour, l'espoir et un remords persistant étaient si clairement écrits, et elle tendit la main, non pas pour prendre la bague de sa main, mais pour couvrir sa main des siennes, et elle dit « Je l'accepterai avec joie, mais je la mettrai à mon doigt moi-même cette fois, car ce que nous avons maintenant n'est pas quelque chose qui nous a été imposé par le devoir ou un arrangement, mais quelque chose que nous avons construit ensemble par l'honnêteté, la patience et le courage de nous voir vraiment l'un l'autre. » Et elle prit la bague et la fit glisser sur son doigt, où elle capta la lumière du matin et sembla briller de chaleur. Et Christopher se leva de sa chaise, la prit dans ses bras et l'embrassa avec la tendre dévotion qui était devenue leur langage quotidien. Et aucun d'eux ne remarqua les domestiques qui s'arrêtèrent sur le seuil et sourirent à la vue de leur duc et de leur duchesse si clairement, si sincèrement heureux. Les années passèrent après ce matin de printemps, des années qui apportèrent des enfants dont les rires emplissaient les couloirs qui avaient autrefois résonné des pas solitaires d'Éléanore, des enfants qui grandirent en voyant leur père regarder leur mère avec une adoration si évidente qu'ils ne doutèrent jamais d'avoir été aimés dès le tout début. Et Christopher devint connu dans toute la société, non pas pour son premier amour tragique, mais pour sa dévotion à sa duchesse, assistant à ses expositions d'art, insistant pour que ses œuvres soient accrochées dans les plus belles pièces du manoir, et parlant d'elle avec une telle fierté que personne qui l'entendait ne pouvait douter de la profondeur de ses sentiments. Et Éléanore s'épanouit dans la chaleur d'être vraiment vue et vraiment chérie, sa confiance et sa joie rayonnant pour toucher tout le monde dans leur maisonnée et au-delà, et le manoir Ashworth se transforma d'un mausolée de deuil en un foyer rempli d'amour, de lumière et du son du bonheur authentique. Cher auditeur, dans l'histoire d'Éléanore et Christopher, nous trouvons une vérité que vous aviez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui, que parfois les prisons les plus cruelles sont celles que nous nous construisons par le deuil, la peur et le refus d'être présents dans nos propres vies, et parfois l'acte le plus courageux n'est pas de supporter les mauvais traitements avec une dignité silencieuse, mais de revendiquer sa propre valeur et de s'éloigner de ce qui vous diminue, comme Éléanore l'a fait lorsqu'elle a retiré cette bague et s'est choisie elle-même. Pourtant, nous voyons aussi que la transformation est possible, même pour ceux qui ont causé un grand tort, que la volonté de voir vraiment une autre personne, de reconnaître sa propre cruauté et de s'engager à changer, peut ouvrir des chemins vers la rédemption qui semblait à jamais fermée, bien qu'une telle rédemption doit se mériter par des actions constantes plutôt que par de simples mots ou souhaits. Si vous vous trouvez invisible dans votre propre vie, si vous avez été patient au-delà de toute raison sans rien recevoir en retour, sachez que vous méritez d'être vu et valorisé,
et que se choisir soi-même n'est pas de l'égoïsme, mais la préservation nécessaire de son âme, et que l'absence de votre présence est peut-être la chose même qui éveillera quelqu'un à ce qu'il a été trop aveugle pour reconnaître, bien que vous ne lui deviez rien, et que son éveil puisse arriver trop tard. Et si vous êtes celui qui n'a pas réussi à voir ce qui était devant vous, qui s'est caché de l'amour par peur, par deuil, ou par le poids des chagrins passés, sachez que si vous ne pouvez pas effacer le mal que vous avez causé, vous pouvez choisir différemment à partir de ce moment. Vous pouvez faire le travail difficile d'être vraiment présent et de voir vraiment, et qu'un tel travail, soutenu par un engagement sincère, peut créer quelque chose de beau, même à partir des débuts les plus douloureux. Puissiez-vous trouver le courage d'être vu et la sagesse de voir véritablement. Puissiez-vous vous choisir lorsque c'est nécessaire et choisir l'amour lorsque c'est possible. Puissiez-vous construire des relations fondées sur une reconnaissance sincère plutôt que sur l'obligation ou l'illusion. Et puissiez-vous vous reposer ce soir en sachant que la transformation est toujours possible pour ceux qui sont prêts à faire le travail honnête du changement. Ceci était une histoire de « les secondes chances de l'amour ». Et si ces mots ont touché votre cœur, veuillez vous abonner à notre chaîne et partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite d'être vu.